Très bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de ce qui a été fait dans le laboratoire concernant l'émergence de l'hépatite E. Donc, d'abord, quelques mots concernant la découverte et puis le changement de paradigme qui a suivi concernant l'hépatite E dans les pays en voie de développement, dans les pays développés, pardon. Donc, l'hépatite E, c'est un virus qui a été découvert en 1983, qui a d'abord été classé sur la base de sa morphologie en microscope électronique dans la famille des caliciviridés, donc proche des caliciviridés, des virus de diarrhée, et qui, par la suite, avec le développement des techniques de biologie moléculaire et de séquençage, a été reclassé de façon complètement différente, dans un groupe qui reste à part au sein des virus en virologie, qui est la famille des épeuviridés. Et donc c'est un virus qui est assez résistant, qui est non enveloppé dans sa forme excrétée dans les selles, mais qui reste enveloppé dans le sang lorsqu'il est produit. Alors, le virus de l'hépatite E a été assez vite associé à une transmission féco-orale et impliqué dans des épidémies d'hépatite, notamment dans les pays en voie de développement, donc essentiellement, notamment en Inde, avec plus de 20 000 cas, vous voyez par exemple à New Delhi. Donc c'est une étude qui avait été réalisée rétrospectivement, et puis plus récemment, plus de 10 000 cas au Soudan et en Ouganda. Et donc ça reste vrai actuellement, avec un nombre de cas estimés d'hépatite E au niveau mondial, donc essentiellement dans les pays en voie de développement, de 20 millions, avec 3 millions de cas symptomatiques et 70 000 décès chaque année. Et donc c'est la cause majeure d'hépatite aiguë dans le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays développés cette fois? Eh bien, en fait, la connaissance, il y a 20 ans, donc ce qui se traduit ici par des publications, notamment des revues, c'était que l'hépatite E était uniquement importée de zones d'hyperendémicité, donc des pays tropicaux et subtropicaux, que dans les zones non endémiques, eh bien, l'incidence était faible, voire nulle, uniquement des cas importés, que le réservoir non humain, donc animal, s'il existait, ne jouait pas un rôle essentiel, et qu'il n'existait pas d'infection chronique. Et puis donc au cours des 15 dernières années, ce qu'on a vu à l'inverse, ce qu'on a observé, c'est une multiplication par 10 à 50 fois du nombre de cas d'hépatite E en Europe, ici par exemple, et qui était essentiellement une augmentation du nombre de cas autochtones chez les gens qui n'avaient pas voyagé. Et donc ça s'est traduit par un nombre de travaux en croissance extrêmement importante également, avec un nombre de publications qui a été multiplié par 5 à 10 fois sur la même période. Alors, dans les pays développés, quelles sont les sources et les modes de transmission du virus de l'hépatite E? Donc, il y a en 1997 un article qui avait décrit aux États-Unis qu'il y avait une souche des virus de l'hépatite E isolée d'un porc qui était génétiquement très proche des virus retrouvés auparavant chez les humains. Et donc, avec l'avènement des techniques de biologie moléculaire, donc diagnostic, et le séquençage, eh bien, il a été observé que finalement, les souches qui étaient retrouvées dans les pays développés étaient les mêmes que celles que l'on retrouvait chez les porcs, dans les cas humains. Donc on avait ici sur cette table phylogénétique, on voit SW c'est pour swine, c'est les porcs, HU c'est pour human, et en fait on ne pouvait pas distinguer les virus d'origine observés dans les cas humains de virus qui avaient été observés chez les cas porcins. Et donc, avec la mise en place des techniques de PCR en routine diagnostique, à partir de 2006 à peu près, notamment en Europe, eh bien, il a commencé à avoir des séries de cas autochtones chez des gens qui n'avaient pas voyagé, qui ont été décrites. Et puis, vous voyez, par exemple, le début d'une augmentation ici en Angleterre. Et finalement, donc, les techniques de biologie moléculaire et de séquençage ont mis en évidence qu'il y avait un certain nombre de virus de l'hépatite E génétiquement divergents, qu'on retrouvait chez un grand nombre d'animaux, mais qu'on avait des génotypes de 1 à 4 qui étaient retrouvés dans les cas humains et également dans le réservoir porcin, avec une distribution géographique pour les cas humains de génotype 3 et 4 qui se restreignait à l'Europe, à l'Amérique du Nord et puis un petit peu au Japon. On retrouvait des génotypes 4 en Asie dans les cas humains, et pour les porcs, on ne retrouvait uniquement que des génotypes 3 et des génotypes 4.
Alors le premier travail qui a été fait ici sur les réservoirs porcins, c'était fait par Mamadou Kaba, qui était un étudiant en Master 2, qui a étudié dans une ferme très près d'ici, une ferme de porcine, et bien chez des porcs qui étaient âgés de 3 mois, et bien la prévalence de l'hépatite E, il a retrouvé que 42% des porcs avaient des IgG contre le virus de l'hépatite E, et 2/3 étaient porteurs du virus par PCR dans le sang et puis dans les selles. Et ce qui a été observé, c'est que finalement, on avait des clusters de séquences de deux sous-génotypes du génotype 3, 3F et 3E, qui étaient liés en fait à la distribution des porcs, soit dans un bâtiment B, soit dans un bâtiment A. Et donc, à partir du moment où les porcs pouvaient en fait avoir des contacts entre eux, en fait, ils s'infectaient durant les premières semaines de l'élevage. Et ça, quelle que soit l'origine des porcs, donc l'endroit où ils étaient nés. Donc, c'était vraiment le fait d'être en communauté dans des bâtiments d'une ferme porcine qui conduisait à la transmission du virus de l'hépatite E entre ces porcs. Et donc, par ailleurs, a été réalisé d'autres études en France, par la suite, qui ont montré que 4% des foies de porc qui rentrent dans la chaîne commerciale eh bien, étaient porteurs par PCR du virus de l'hépatite E. Vous voyez, dans d'autres pays européens, on retrouve des prévalences du portage de l'ARN VHE assez importantes, quel que soit le pays. Et donc ensuite, avec René Girolami, qui était pathologue, eh bien, on a étudié en fait des cas familiaux d'hépatite E, et notamment au travers de 3 familles qui avaient en fait partagé un même repas, qui était un repas composé notamment de saucisses à base de foie de porc, qui s'appellent ici les figatelli. Figatelli, ça signifie petit foie. Et il y a également des saucisses de foie de porc qui existent à Toulouse et qui sont dans les 2 cas consommées le plus souvent sans cuisson préalable. Et donc dans ces 3 histoires familiales, eh bien, vous avez les personnages, lorsqu'ils sont en noir, c'est qu'ils ont des marqueurs d'hépatite E, et lorsqu'ils ont une petite fourchette devant eux, ça signifie qu'ils ont mangé du figatelli. Et donc on avait davantage de cas d'hépatite E chez les personnes qui avaient consommé du figatelli par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Donc ça, c'était l'étude de la source. Et on a deuxièmement étudié les souches, donc en pratique les séquences virales. Et donc on est allé acheter des figatelli à différents endroits. Et on a trouvé que la moitié des figatelli étaient positifs en PCR. Et on a réussi à mettre en évidence certains liens génétiques entre les séquences obtenues de figatelli qui sont ici représentées en noir et des cas d'hépatite E humains qui sont encadrés sur fond blanc. Et donc par la suite, donc ça a été signalé donc au ministère, et ça a conduit en fait à une saisine qui a recommandé aux producteurs de figatelli, qui les a obligés en pratique à noter sur l'étiquette qu'ils doivent cuire à cœur, en fait, ce qu'on voit en tout petit là, cuire à cœur en fait les figatelli. En fait, c'est pas toujours présent quand on le regarde. Si vous pouvez regarder dans les figatelli vendus dans le commerce, c'est pas toujours présent. En tout cas, c'est écrit extrêmement petit. Alors, on avait fait également toujours avec Mamadou Kaba une autre étude chez des sangliers, donc c'est pour le réservoir porcin, et donc on avait retrouvé que 2,5% des foies de sangliers qui avaient été collectés par Bernard Danoust en pratique dans le Var, eh bien, étaient porteurs du virus par PCR. Et donc possiblement pour les sangliers, c'est davantage les chasseurs qui sont exposés, mais davantage par le sang, notamment. Là, j'étais allé prendre des photos dans une saucissée de chasse. Vous voyez, ils manipulent en fait les sangliers sans gants, alors que les sangliers sont davantage consommés avec une cuisson assez forte par rapport à ce que je vous ai dit sur les saucisses de foie de porc. Et donc, à l'échelle nationale, donc une étude qui a été faite par le CNR de Toulouse récemment, et qui retrouvait donc, chez les donneurs de sang, vous voyez, comme facteur de risque d'être infecté par l'hépatite E, donc le fait de consommer des saucisses de foie de porc, de manger plus généralement de la viande de porc, et puis également d'être au contact ou de consommer du gibier, notamment d'être chasseur également. Alors on avait également décrit le premier cas français ici de transmission du virus de l'hépatite E par transfusion chez un jeune enfant de 7 ans qui avait une tumeur rénale, qui avait reçu de multiples transfusions, qui avait fait une hépatite pour lequel on n'avait pas trouvé d'autres étiologies que le virus de l'hépatite E. Et quand on avait fait la comparaison des séquences du donneur de sang et de ce jeune patient, eh bien on avait vu qu'il y avait une identité
à 100%, ce qui suggérait très fortement la transmission par transfusion. Alors au total, concernant l'incidence actuellement, donc ça là, il n'y a pas de déclaration obligatoire pour l'hépatite E en France. Ce que l'on voit ici, ce sont les données du Centre national de référence. Et il y avait donc en 2016 2000 cas nouveaux d'hépatite E diagnostiqués par le CNR. Vous voyez que ça a augmenté de façon spectaculaire, aussi bien le nombre de patients testés que le nombre de positifs. Et c'est uniquement des cas autochtones. Alors, il y a une autre étude plus récente qui a évalué et estimé que le nombre de cas d'infection par le virus de l'hépatite E serait d'environ 68 000, avec 500 hospitalisations et une vingtaine de décès. Ces deux derniers paramètres sont estimés sur la base de données hospitalières. Et donc, ça c'est plus que l'hépatite B aiguë, que l'hépatite C aiguë, que l'hépatite A aiguë ou que l'hépatite delta. Alors, ce sont des données qui sont assez congruentes avec une autre étude qu'a fait le CNR concernant chez les donneurs de sang, qui met en évidence 1% des donneurs de sang qui ont des IgM hépatite E, et puis une étude qui a été faite par Pierre Gallian ici, donc à l'EFS de Marseille, qui a retrouvé au niveau national qu'un don de sang sur 2000 était positif en PCR, et que dans notre région, c'est plutôt un don de sang sur 1000 qui est positif en PCR en transversal. Alors, donc, on est actuellement, en fait, on était fin 2018 à 278 cas diagnostiqués, donc une majorité chez des hommes d'environ 50 ans. Pour 50% d'entre eux, ils avaient environ mangé du figatelli. Alors, on a retrouvé un certain nombre de sous-types du génotype 3, et puis également, on va le revoir très rapidement, des génotypes 4. Et puis, vous voyez qu'on a des hépatites, sinon, qui ressemblent aux autres hépatites aiguës, avec des bilans hépatiques très perturbés. Ici, vous avez les alates, en moyenne, 940 alates au moment du diagnostic. Alors les conséquences cliniques de l'infection, rapidement, ça a été d'abord des décès. On a eu 6 décès plus 2 transplantations hépatiques. Des décès aussi bien chez des patients qui avaient des hépatopathies sous-jacentes, c'est le cas quand même le plus fréquent, mais également des vraies hépatites fulminantes chez des sujets jeunes qui avaient un foie normal. Et puis également, vous voyez, des cas associés à des hépatites auto-immunes et à la consommation de paracétamol. Le deuxième élément, ça a été la mise en évidence d'infections et d'hépatites chroniques. Donc, il y a une persistance du virus et de l'hépatopathie plus de 6 mois après infection. Donc, c'est l'équipe de Toulouse qui avait décrit d'abord chez des transplantés rénaux ou du foie, donc sur 14 transplantés, 8 avaient fait une hépatite chronique. Et au même moment, on avait décrit un seul cas, mais c'était un cas déjà au stade de cirrhose qui était apparu très rapidement, 2 ans après l'infection. Donc un travail que l'on avait fait par la suite chez les transplantés rénaux avec Valérie Moelle, au service du professeur Berland, avec une incidence dans la cohorte des transplantés rénaux de 1,2%. Donc il y avait 16 cas, tous autochtones, vous voyez, avec 80% quand même de cas asymptomatiques, mais 100% avaient un bilan hépatique perturbé, 100% étaient PCR positifs, bien sûr, c'était l'outil utilisé pour le diagnostic. Et puis en fait, on a eu quand même des patients qui avaient déjà une fibrose avancée pour 40% d'entre eux, et puis un cas de cirrhose. Dans une autre série, chez d'autres transplantés et transplantés cardiaques, un travail qui a été fait par Léa, vous voyez qu'on a une incidence à 5 ans de 2,5% de l'hépatite E dans cette population des transplantés cardiaques. Et puis également chez des patients HIV, on avait décrit un premier cas d'hépatite chronique chez des patients HIV positifs qui ont généralement des T4 relativement bas, inférieurs à 200, dans le cas le plus fréquent. Et puis on a décrit un premier cas de cancer du foie. Donc la question qui vient après, c'est est-ce qu'on peut avoir, suite à ces infections chroniques qui donnent des cirrhoses, est-ce qu'on peut avoir également des cancers du foie? Donc on avait décrit un premier cas. Donc c'est pour l'instant une cause possible de cancer du foie, l'hépatite E, ça fait sens, mais en fait il n'y a réellement qu'un seul cas décrit chez un patient de 65 ans qui avait une hépatite E chronique suite à un lymphome et qui avait développé une cirrhose et chez qui on a mis en évidence un cancer du foie sans autre étiologie retrouvée que cette hépatite E. Et puis donc récemment on a mis en évidence une infection
chronique par le virus de l'hépatite E, en fait, chez un patient qui est là, pas sévèrement immunodéprimé, c'est un des, il n'y a eu que 4 cas décrits auparavant, et donc finalement, dans ce cas-là, c'est l'hépatite E chronique qui a conduit à faire un bilan immunologique et qui a révélé finalement un déficit mineur qui était passé complètement, silencieux par ailleurs sur le plan clinique, sachant que ce patient avait 54 ans. Et puis un autre élément extrêmement curieux sur le plan clinique, ça a été l'association en fait de l'hépatite E à des désordres neurologiques qui pourraient survenir, qui pourraient expliquer par exemple 5% des cas de Guillain-Barré, c'est ce que disent certaines études. Et donc on avait décrit avec des internes d'ailleurs un certain nombre de cas d'hépatite E associés à des troubles neurologiques de type Guillain-Barré, mais également à type de polyradiculoneuropathie. Voilà, donc quand on a, pour finir, une émergence avec un agent infectieux, donc il y a 3 causes possibles, qui sont premièrement le fait d'utiliser une nouvelle technologie, un nouvel outil diagnostique. Deuxièmement, ça peut être lié en fait une augmentation en fait des tests réalisés, des prescriptions par les cliniciens, et puis ça peut être éventuellement également une vraie augmentation. Et donc la première cause, c'est l'utilisation d'un nouvel outil. Donc clairement, le fait d'utiliser la PCR, ça a changé le diagnostic, ça a montré que l'hépatite E était finalement une cause fréquente d'hépatite aiguë autochtone, ce qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Donc vous voyez que par exemple, dans cette population de transplantés rénaux, si on ne fait pas la PCR, eh bien on rate sur une vingtaine de cas, on rate 3 cas en fait, si on fait uniquement les sérologies. Et par ailleurs, en fait, les tests sérologiques, comme ce n'était pas une maladie extrêmement étudiée en fait dans les pays développés, eh bien, les tests sérologiques n'étaient pas bons. Et en fait, vous voyez qu'on a utilisé un nouveau test sérologique, le test Montaille, qui a fait passer la prévalence des IgG dans tous les patients qu'on teste de 15% à 35%, donc on l'a multiplié par 3. Donc la deuxième cause possible, ça va être une augmentation de la prescription, le fait qu'on trouve davantage de cas, que ce soit davantage publié, et puis qu'on trouve ces hépatites chroniques et ces cirrhoses chez les patients sévèrement immunodéprimés, ça fait exploser le nombre de demandes, hein, ça les a multipliés par 50, on est passé d'environ une cinquantaine de tests sérologiques en 2005 à 4000 et même un peu plus actuellement. Et puis on ne faisait pas de PCR avant 2006 et maintenant on en fait environ 500 par an. Avec un exemple ici, dans une cohorte de transplantés pulmonaires, ils ne testaient pas du tout l'hépatite E jusqu'à début 2014 en cas d'hépatite. Et donc vous voyez, en bleu c'est le nombre de tests, et puis en rouge c'est le nombre de positifs. Et donc après échange avec les hépatologues, ils ont commencé à tester. Dès qu'ils ont testé, ils ont fait 5 tests, ils ont trouvé 3 positifs qui expliquaient des hépatites chroniques chez leurs transplantés. Alors, dernière possibilité, une vraie augmentation des infections. Et donc, on avait fait notamment un travail avec toujours Mamadou Kaba et Bernard Davous, où avaient été testés des porcs de Kinshasa, chez qui on avait retrouvé des génotypes 3, et ces génotypes 3 étaient génétiquement liés à des séquences retrouvées chez des porcs en Belgique. Et en fait, il se trouve que les porcs qui étaient à Kinshasa avaient été importés en fait de Belgique. Et donc, il y a différents autres exemples où des liens génétiques ont pu être mis en évidence entre des porcs dans différentes régions du monde. Et notamment, il est assez possible que l'épidémie d'hépatite E en Asie soit finalement venue d'Europe avec l'importation commerciale de porcs d'Europe vers l'Asie, notamment vers le Japon. Ici, on avait mis en évidence l'émergence de nouveaux génotypes, d'abord chez les porcs. 5 ans après, on est retourné dans la ferme dans laquelle Mamadou Kaba avait fait sa première étude. Et 5 ans après, on avait toujours 2 tiers de positifs en hépatite E. Et en revanche, on avait trouvé décrit pour la première fois en France un nouveau sous-type du génotype 3, le 3A. Et puis peu de temps après, avec une interne également, Pauline Saint-Jacques, on avait décrit un premier cas humain. Et donc, dernier exemple, avec le suivi et la surveillance hebdomadaire que l'on fait, on avait mis en évidence en 2003 une augmentation du nombre de cas d'hépatite E en IgM et en PCR. Et on avait trouvé parmi ces cas eh bien, un nouveau génotype qui était un génotype 4. Alors, on avait fait des arbres phylogénétiques avec 2 séquences, 2 régions du génome,
puisqu'en fait, on avait pu se comparer à deux autres séquences, une provenant de porcs en Belgique, et puis un autre cas humain en France. Et vous voyez qu'au-delà de ces cas, de cette autre séquence européenne, eh bien l'ensemble des autres séquences, ne marche plus, voilà, l'ensemble des autres séquences, c'était des séquences chinoises. Et il se trouve que le génotype 4 a émergé en Chine au début du XXIe siècle, et il est possible que ces cas en fait, qui ont persisté un petit peu après en Europe, en fait, aient été importés en fait, de Chine, et notamment en raison de transferts à partir du porc. Voilà, donc en conclusion, l'hépatite E, c'est considéré, hein, donc c'est un éditorial du journal Science, comme un vrai problème en Europe, même si ce n'est pas forcément très médiatisé, c'est une maladie qui reste négligée en France. Ici, vous voyez, ils avaient pris en photo des figatelli, donc il y a eu un changement de paradigme très clair concernant l'hépatite E en Europe et puis dans le sud de la France en particulier, où on peut considérer qu'on est une région hyper endémique, où tous les cas sont autochtones quasiment, et on a un lien très fort avec le réservoir porcin. Ça reste une maladie négligée, malgré qu'elle est la première cause d'hépatite aiguë autochtone ici en Europe et en France. Et donc il faut vraiment absolument tester systématiquement l'hépatite E aux côtés des autres causes, aux côtés des autres virus d'hépatite. Et il faut essayer en fait de limiter la transmission alimentaire, en disant notamment aux transplantés et aux immunodéprimés de ne pas consommer, en tout cas sans cuisson préalable, des figatelli. Et puis, donc, c'est très important de continuer à mettre en place des systèmes de surveillance de manière à surveiller dans le temps, en fait, des nouveaux cas d'hépatite E. Voilà, je vous remercie.